3 jours d'échanges, de rencontres d'affaires qui détermineront les couleurs du paysage audiovisuel africain ces prochains mois. Du 4 au 6 novembre 2015, à Discope Africa, distributeurs et chaînes de télé ont vendu ou acheté du contenu quand certains producteurs indépendants trouvaient des financements pour leurs projets. À ce Discope Africa de Johannesburg, la dizaine de professionnels issus de l'industrie audiovisuelle ivoirienne a trouvé son compte. Progressivement, notre présence est en train de se marquer ici au Discope. Donc éventuellement, nous sommes beaucoup sollicités. En même temps, nous arrivons à conclure des choses plus intéressantes que les premières années. Les téléspectateurs ivoiriens verront des contenus de programmes plus ambitieux, plus novateurs. Et c'est un peu cela notre cheval de bataille et nous pensons avoir fait de bonnes affaires au Discope. Notre participation devient de plus en plus évidente puisque nous avons lancé un dispositif depuis 2014. Donc nous sommes plutôt attendus finalement maintenant à ce type de marché. Nous avons rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intéressés par nos contenus. Étant donné que notre catalogue s'est étoffé, on est passé de 300 heures à presque 1000 heures cette année avec 28 titres de fiction ivoirienne que nous avons présentés et qui ont été bien accueillis par les participants. Donc nous espérons pouvoir conclure des deals très rapidement au retour à Abidjan. Moi, ce que je retiens de positif, c'est que je vois que notre pays commence à se positionner à l'international. On a un beau stand, on est bien placé. Il y a eu pas mal de visites au stand de RTI. Plus on est exposé, plus on est vu. Plus il y aura des retombées financières qui seront redistribuées aux travailleurs que nous sommes du cinéma. Pour les organisateurs, le succès de ce Discope Johannesburg 2015, après celui d'Abidjan en juin dernier, confirme l'opportunité de l'édition ivoirienne. La particularité de cette édition, c'est le fait qu'elle elle s'inscrit dans notre volonté d'avoir aujourd'hui 2 grands marchés par an. Un qui se déroule donc en Côte d'Ivoire, l'autre en Afrique du Sud. Nos participants nous ont suivis. La particularité de cette édition, c'est d'accueillir une participation beaucoup plus importante en provenance d'Afrique francophone. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les requêtements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles. Des lignes d'un livre comme un exutoire aux maux de la société. Le travail de l'écrivain, guidé, orienté, émerveillé, un acquis au fil des années, de Senghor à Zadi Zaourou jusqu'à Serge Abilé. Aujourd'hui, un engagement bien remarqué. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment ce qu'on pense. Voilà. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Voilà. Donc la réalité, parfois notre réalité est différente de la vraie réalité. Donc je peux dire, les écrivains nous permettent de revenir sur terre en fait. De l'écrivain, il a un rôle beaucoup plus éducatif. Voilà, il instruit beaucoup, il nous apprend beaucoup et nous permet aussi de découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur terre. Une connaissance cependant livresque de l'impact social de l'écrivain. Pour Josué Guébo, président des écrivains de Côte d'Ivoire, celui-ci devrait jouer davantage à sa partition. Il faut éviter d'assigner un rôle univoque aux écrivains. Vous savez que les écrivains sont des hommes de liberté, sont des créateurs et la création n'est jamais aussi intéressante que quand elle est marquée par la liberté. Quelques pesanteurs existent, ce sont des pesanteurs liés aux difficultés de l'édition, à la donne économique, mais je crois qu'en termes d'espace de liberté, on peut estimer que les écrivains jouent leur rôle parce que le champ est ouvert. Mais n'oubliez pas que l'écrivain écrit aussi dans un espace mondialisé. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on n'est plus confiné dans un espace géographique restreint. Entre-temps, ils sont nombreux affirmant avoir perdu le plaisir de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Dans notre commune, il n'y a pas de bibliothèque pour amener les jeunes à lire. Parce que s'il y avait des bibliothèques dans certaines communes, on se dit, bon, ok, aujourd'hui je vais dans telle bibliothèque prendre un livre, lire quand même, mais il n'y a pas. Il y a ce qu'on livre, c'est vrai. Eux, ils doivent apporter, c'est-à-dire ils doivent nous instruire, ils doivent apporter l'éducation. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire physique, l'éducation des jeunes, de toute façon les jeunes se comportent, on voit que c'est différent. Voilà, bon. On ne peut pas aussi accuser les auteurs, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est eux qui font ça. Remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain dans la société, créateur d'art littéraire, le sens de cette journée du 7 novembre consacrée à l'écrivain africain. Une journée initiée depuis 1992 à Dakar par l'Association panafricaine des écrivains et vulgarisée par l'UNESCO
Pour cette année, les écrivains ivoiriens ont décidé de célébrer le chantre de la littérature ivoirienne, Bernard Benlin Dadier. Ismaël Isaac et le groupe Zouglou Makers sont les deux grands vainqueurs de la 3e édition des Poro Music Awards. Le reggaeman Glan Troalouri, meilleur clip vidéo, meilleur artiste masculin de l'année 2015 et meilleure vente de l'année 2014 avec plus de 16 000 disques vendus. Quant aux faiseurs de Zouglou, ils remportent le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur album de l'année. Par cette situation difficile, ces prix viennent nous apporter de la force afin de continuer à faire du travail, afin de continuer à promouvoir la culture ivoirienne. On remercie le Seigneur, on remercie tous nos fans aussi qui n'ont pas cessé de voter et puis on remercie David Taïro. Au cours de cette soirée, 8 autres artistes ont été distingués, dont Serge Beno, élu meilleur artiste coupé décalé de l'année 2015. Célébrer et honorer la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora dans toute sa diversité, c'est l'objectif des Poro Music Awards. Mais pour cette 3e édition, seuls les artistes ivoiriens ont été primés. C'est une très bonne chose que nous ayons instauré le Poro depuis 3 ans. Cela participe, n'est-ce pas, de l'émulation, n'est-ce pas, dans le milieu artistique. La spécificité de cette édition qui s'est concentrée sur les artistes nationaux nous a montré la bonne qualité de ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici en matière artistique et notamment en particulier dans le domaine du chant et de la musique. Mis en compétition dans 12 différentes catégories, le choix des lauréats était soumis à l'appréciation du jury et au vote du grand public. Poro Music Awards se tient annuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Le mot Abissa vient de Biza, qui signifie en Nzima demander, questionner. Dans le nouvel an qui commence, le peuple demande la santé, la prospérité. L'on formule des souhaits, dénonce les impairs pour l'équilibre social et l'harmonie au sein du peuple. Cependant, en faisant allusion au mythe d'origine, la tradition orale rapproche le mot Abissa de Boussa, qui signifie épier. L'Abissa, c'est 3 rythmes, le Gwa et Doudoulé, c'est-à-dire la procession. Ce rythme montre au peuple qu'on est là. La Belle Éboulet, ou la récolte du maïs, et qui est le symbole de la famille Mbavile, dépositaire de l'Abissa. Et le Dongolé, plus rythmé que les 2 autres, vient unir toutes les familles. Le Dongolé est accompagné du Bagbaké. C'est en fonction de le Dongolé que le Bagbaké soutient la constance de le Dongolé. Donc, quand il y a une petite défaillance ici, le Dongolé est un peu perturbé. Ici, le genre y est représenté. Ça me plaît. Quand je vois les garçons mélanger avec les femmes, c'est intéressant. Ça me plaît, je suis dedans. Il n'y a pas de malheur parce que c'est une fête où on enlève tout ce qui est malheur. Donc, c'est bon, c'est bon. Les gestes, les pas de danse renvoient aux gestes d'une personne qui écrase et qui met dans une situation de tracas, d'inquiétude. Tout cela pour dire que la critique se fait avec joie. Les Américains ont encore 1 an pour élire leur nouveau président, mais la lutte pour remplacer Barack Obama à la Maison-Blanche a déjà commencé. Parti avec 17 candidats à l'investiture, le parti de droite n'a plus que 12 prétendants dans la course. Favori au début de la campagne, Jeb Bush a été ensuite détrôné par le magnat de l'immobilier Donald Trump. Et c'est maintenant l'ancien neurochirurgien Ben Carson qui est en tête. Nous ne sommes pas encore remis du crash boursier de 2008. Il est clair que les Américains sont inquiets de l'économie. Ils ne voient toujours pas d'amélioration dans le système financier. L'inquiétude est présente et je pense que les outsiders comme Donald Trump et Ben Carson puissent à leur façon dans cette inquiétude. Côté démocrate, seuls 3 candidats restent dans la course. L'ancienne première dame et secrétaire d'État Hillary Clinton est en tête des sondages. Son rival principal, Bernie Sanders, est 19 points derrière selon Quinnipiac University. Mais le FBI enquête toujours sur la gestion par Hillary Clinton de ses emails lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine. Des tracas qui pourraient encore venir perturber sa campagne.
Je suis membre du Parti démocrate, mais pour le moment, je penche vers le Parti républicain parce que je n'ai pas du tout été impressionné par ce qui a été dit par les démocrates. Pour le moment, je penche plus pour les républicains, mais je ne suis pas encore sûr de voter pour eux. Je suis encore en train de décider. Pour le moment, les sondages restent à prendre avec des pincettes. À la même période, en 2007, Barack Obama était par exemple encore loin derrière Hillary Clinton. Avec ses primaires sur plusieurs mois, puis ses conventions durant l'été, le très long et compliqué processus électoral américain peut donc réserver encore de nombreuses surprises d'ici le 8 novembre 2016.